Le Cambodge, pays du sourire mais de la tristesse aussi. Tristesse masquée par le bouddhisme, religion ou philosophie qui prône le contrôle sur soi-même. On n'affiche pas ses sentiments, on n'affiche pas sa tristesse. Le Cambodge, avec 11 500 000 habitants, est un des pays les plus pauvres du monde. Le pays vit principalement de l'aide internationale. C'est un des pays où il y a le plus d'organisations non gouvernementales, 800 ONG. En 1979, à la chute du régime des Khmers rouges, la population regagne les villes. Les logements sont pris d'assaut. Des squats se construisent partout où il reste de la place. Voies de chemin de fer, zones inondables, salles de cinéma, le moindre espace est occupé. À Phnom Penh, près de 20% de la population vit dans 400 bidonvilles ou squats. En plein centre-ville, le bloc Tampa était un immeuble moderne au moment de sa construction. Au début des années 80, les premiers squatteurs construisent des cabanes en bois sur la grande terrasse du bloc Tampa qui domine la ville. Aujourd'hui, c'est 240 familles, c'est 1200 personnes qui vivent dans ce village qui s'étend sur plus de 5000 mètres carrés. Moi, ma maison était en bas. Je vis ici depuis 1979. Et ce logement, vous l'avez acheté? Je l'ai acheté. À l'époque, 600 $. À peu près 600 $. Cette maison, vous l'avez achetée? Tout le monde squatte ici. Et moi aussi. Et c'est grand à l'intérieur? 1,20 m de large et 5 mètres de long. Il y a combien de personnes qui y vivent? 13 moins 2 qui dorment dehors, ça fait 11 qui dorment à l'intérieur. On dort tête bêche, une rangée dans un sens et une autre dans l'autre sens. Vous habitez ici depuis combien de temps? Depuis 85 ou 86. Plus de 10 ans. Depuis que nous sommes mariés, nous vivons ici. Cette maison, je l'ai construite moi-même. J'ai acheté le bois et j'ai fait la maison. Vous pouvez me croire, il n'y avait rien ici. C'était vide. Il n'y avait que 19 familles qui vivaient là. Les autres sont venus s'installer petit à petit. C'est votre fils? Ouais. C'est mon fils. C'est votre place?
Il n'y a que 19 familles qui possèdent les plans de leur maison et des actes de propriété. Les autres ne sont pas en règle. Ils ont juste un livret de famille. Je vis ici depuis longtemps, depuis 88. Mon métier, c'est mototaxi. Cet endroit était abandonné, alors on s'est installé. Tí chui lên đó. Chui lên cái lá. Tí. D'ici, je ne vois que des toits. Les toits des cabanes du village. La vue n'est pas belle. Il n'y a rien à voir. Quand je regarde au loin, de l'autre côté du fleuve, c'est beau. C'est joli. Mais quand on regarde vers Phnom Penh, ce n'est pas beau. Il n'y a rien que des toits. Il faut regarder loin, très loin. Et là, ça devient magnifique. Ici, sous nos yeux, ce qu'on voit n'est pas très beau. Est-ce que tu as une amoureuse? J'en ai pas. J'aimerais en avoir une, mais je suis trop pauvre. Je n'ose pas parler avec les filles. J'ai honte. Je suis trop pauvre et je peux pas leur parler. Vous travaillez plus depuis longtemps, tous les deux? Depuis plusieurs années, je n'ai pas de travail. J'en ai cherché partout, mais je n'en ai pas trouvé.
Donc maintenant, j'ai abandonné et je reste à la maison. Et c'est difficile de trouver du travail ici? C'est un intermédiaire qui nous trouve du travail. Il nous demande une commission. S'il nous en trouve, il nous demande la moitié du salaire. Quelquefois, il prend même un mois entier. On commence à travailler pour eux et ensuite on travaille pour nous, pour subvenir aux besoins de la famille. Vos enfants ne travaillent pas? Il n'y a pas de travail. On n'a pas d'argent pour payer un intermédiaire. Pour travailler, il faut que quelqu'un se porte garant, ou alors il faut payer. On n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour moi, c'est difficile, c'est tellement difficile qu'actuellement ma vie n'a pas de sens. On vit au jour le jour, sans espoir. C'est trop dur. Je ne gagne pas assez pour subvenir aux besoins des enfants. Aujourd'hui, ils ont grandi et ils manquent de tout. Les enfants n'ont pas de travail, il n'y a que moi qui travaille. Tes amis à l'école, ils savent que tu habites ici? Ils savent, je les ai invités, mais ils ne veulent pas venir. Je leur ai proposé de venir, mais ils ne sont jamais venus. Jamais. Ils t'ont vu assise vendre des légumes au marché. Ses copines m'ont vu vendre des légumes au marché. Comme elle n'a pas d'argent, à l'école, une de ses copines lui en prête un peu. Elle lui a prêté un peu d'argent pour payer les cours du soir. Près de l'école, il y a une fille du même âge qu'elle. Sa mère est très riche, elle n'a qu'un enfant. Elle voudrait l'adopter, mais je ne veux pas lui donner. Si ma mamie avait été d'accord, la dame m'aurait adoptée. Et j'aurais pu apprendre l'anglais et faire des études. Elle aurait aussi aidé ma mamie, mais ma mamie ne veut pas. Je ne veux pas m'en séparer, oh mon Dieu. Elle voudrait partir. Je voudrais partir, mais j'ai de la peine pour ma mamie. Je ne peux pas me séparer d'elle. Ma mamie s'occupe de moi depuis que je suis toute petite.
Le compteur est en panne. Il ne marche pas. Il faut le changer. Ça coûte 5 $. C'est réparable? Non, ce n'est pas réparable. D'accord. Il faut le racheter, il faut prendre l'argent et aller l'acheter. Il y a environ 50 familles qui ont des toilettes chez eux. Oui, il y en a environ 50. Regardez cette canalisation. C'est toujours humide et sale ici. L'eau stagne parce que les maisons n'ont pas de canalisation d'évacuation et que tout le monde verse ses eaux usées ici. Alors l'eau coule et s'infiltre dans le sol. Comment considérez-vous les gens d'en haut? On s'entend très bien avec les gens d'en haut. Il n'y a pas de dispute. Quand il y a des fuites d'eau, on monte les voir. Quand ils peuvent, ils réparent avec du ciment. Comme ça, nous, on n'est pas inondés. C'est taché de partout. Quand les gens d'en haut utilisent beaucoup d'eau, les eaux usées s'infiltrent. Et ça reste comme ça. Quand ils se disputent entre mari et femme, ils mettent le feu. Ce ne sont que des squatteurs. Ils ne sont pas comme nous. On a peur. J'ai peur. S'il y a le feu, moi, je m'enfuirai. Il y a beaucoup de problèmes à cause des sacs d'ordures qui sont jetés d'en haut. Parfois, des cailloux tombent sur les voitures en bas et les propriétaires montent avec des fusils pour trouver les coupables. Pour eux, notre vie a moins de valeur que leur voiture. Pourtant, on ne fait pas exprès. Va me chercher le ballon, je te donnerai une pièce. Allez, vas-y. Vous vous entendez bien avec les gens d'en bas? On s'entend bien, ce sont des amis. Il y a déjà eu 3 incendies. Et 3 fois, on a réussi à l'éteindre. Je ne pense pas aux accidents. On fait attention. On fait attention au feu. S'il y a un incendie, on ne pourra pas s'échapper. Même avec les escaliers, on ne pourra pas s'en sortir. Chacun fait très attention pour que ça ne se produise pas. Il y a eu plusieurs feux par ici. À chaque fois, avant l'arrivée des pompiers, les femmes avaient déjà évacué les enfants et les hommes avaient éteint le feu avec des seaux d'eau. Moi, j'ai pas de travail. Les gens me donnent un coup de main de temps en temps.
on s'entraide. Quand j'ai accouché, les voisins m'ont aidée. Il est à qui le bébé? C'est à elle. Regarde l'enfant qui est né hier soir. Il est énorme. Il est né hier soir vers 8 ou 9 heures. Regarde, filme-le. C'est difficile, regardez. J'ai accouché sans mon mari. Il est parti avec une fille. J'ai accouché seule. Si j'avais de l'argent, je serais restée 3 ou 4 nuits à l'hôpital. Mais je n'avais pas d'argent. Ils m'ont obligée à quitter l'hôpital. Je rentre. Elle veut rentrer chez elle. C'est pas grave. N'aie pas honte. Il faut que quelqu'un la ramène chez elle. Elle peut pas marcher seule. Comment il s'appelle, le petit? Samnang, ça veut dire porte-bonheur. Les voisins à la naissance m'ont tout donné. Quand j'étais enceinte, j'avais qu'un sarong et une chemise. Dès que j'ai eu des contractions, quelques voisins m'ont donné chacun un quart de dollar. On s'aime depuis plus de 2 ans, mais on n'a vécu ensemble que quelques mois. Sa mère savait que je travaillais au karaoké, c'est mal vu. Ses parents disaient qu'une fille qui fait du karaoké n'est pas sérieuse. Elle est tout le temps avec les clients. Mais on n'a pas forcément des relations avec les clients, on est libre. Quand ils font des propositions, on n'est pas obligé d'accepter. Si on veut y aller, on peut. Son frère m'insultait, il me traitait de putain. Je suis une femme, ça m'a blessée, c'est normal. Moi, je travaillais parce que ma mère était pauvre. Tous les deux, vous aimez jouer au jeu d'argent? C'est parce qu'on veut gagner. Tous les matins, quand on ne joue pas aux cartes, on joue au balancier de chaussures. On lance les chaussures pour faire sortir l'argent d'un cercle et on gagne tout. Des fois je gagne et des fois je ne gagne pas. Certains gagnent et d'autres non. Un jour, il a joué. Il avait gagné 8 $. Et après, il a joué et il a tout perdu. Moi, je ne gagne jamais. Je perds toujours.
Les bons récitent des prières, et nous, quand on fait le bien, on reçoit des mérites. Quand on fait le mal, on reçoit des malheurs. Je prie Bouddha tous les jours. Ça me rapporte des bonnes choses. Je travaille et j'arrive à survivre. Rien de mauvais ne m'arrive. Ma santé est bonne, donc je peux travailler. C'est parce que je crois en Bouddha. Faire des offrandes, c'est la tradition khmer. C'est la tradition khmer qui est comme ça. On fait des offrandes aux bonzes et ils les transmettent à nos ancêtres décédés. Par les offrandes de nourriture aux bonzes, nous transmettons nos mérites à nos ancêtres. Quand les bonzes mangent, c'est comme si nos morts mangeaient aussi. Nous sommes khmer, nous sommes comme ça. Pourquoi on lave les personnes âgées pendant la cérémonie? On les lave pour qu'elles puissent vivre plus longtemps. Et à nous, les jeunes, ça nous donne des mérites. C'est pour qu'elles aient une longue vie. On les lave pour qu'elles aient une longue vie. Et aussi, nous obtenons des bienfaits. Northside we high like every day in the LONGBACH. Northside we high like every day in the LONGBACH. Northside we high like every day in the LONGBACH. C'est quoi votre plus grand rêve? Je n'espère rien, rien du tout.
On vit au jour le jour. On ne suis pas important aux yeux des autres. On vit provisoirement ici en attendant qu'on nous chasse et que le gouvernement trouve une solution à nos problèmes. Ce n'est pas une situation définitive. C'est quoi ton plus grand rêve? Je ne pense qu'à trouver du travail. Je cherche du travail. Quand est-ce que je vais trouver du travail? Je n'attends rien. J'espère que le chef du quartier et le maire vont me donner un terrain, parce que j'ai beaucoup d'enfants. J'espère que j'aurai de la place pour construire une grande maison. Les enfants vivront mieux. C'est quoi ton plus grand rêve? Moi? Je ne sais pas. Ce n'est pas encore le moment pour moi d'y penser. Je ne peux pas être heureuse. Je m'inquiète à en mourir. J'ai peur d'être expulsée et de ne plus avoir de maison. Ici, c'est moins cher qu'en bas. Le café au lait coûte moins de 20 cents. Tout est à 20 cents. Le café noir, c'est encore moins cher. Je ne descends pas souvent, mais si je veux quelque chose, il y a tout ici. Il y a du riz, du potage, de la soupe au vermicelle, du pain, des beignets, des boissons, de la viande, du café comme ailleurs. Légumes, poissons, viande, il y a tout quoi. Vous avez été soldat, vous combattiez contre qui? Je combattais les Khmers rouges. Je combattais les Khmers rouges. 5 ans, de 75 à 79. 5 ans. J'ai combattu dans tout le Cambodge. La guerre, c'est très difficile pour ceux qui ne la connaissent pas. Pour ceux qui, comme moi, ont fait des études militaires, il n'y avait pas de problème. J'ai marché sur une mine le 15 mai 87 vers 11h30. C'était à Phnom Malay. Je marchais devant. J'étais en première ligne. En tant que lieutenant, je marchais devant. On était presque arrivés. Les ennemis nous attendaient. Ils étaient là avant nous. J'ai vu les arbres bouger. Cela a attiré mon attention. J'ai pensé, les hommes de Pol Pot sont là. J'ai pris mes jumelles et j'ai vu les Khmers rouges. J'ai voulu me cacher près d'un arbre.
Mon pied s'est posé sur une petite pierre. Il y a eu une explosion et j'ai été ébloui par une énorme lumière verte et bleue. J'ai crié et j'ai dit à mes soldats, « Attention, défendez-vous !» Je ne savais pas que j'étais blessé. Je ne savais pas que j'avais marché sur une mine. J'ai entendu les balles siffler de tous les côtés. Les Khmers rouges nous tiraient dessus et criaient « À l'attaque! À l'attaque !» J'ai crié à mes soldats « Ne fuyez pas! Protégez-vous, défendez-vous !» J'ai voulu me relever, mais je ne pouvais pas. J'ai regardé celui qui était derrière moi et il m'a dit « Sma a sauté sur une mine. » Je ne me rendais compte de rien. C'est à cet instant que j'ai réalisé qu'une partie de ma jambe était arrachée. Ma jambe, mes os, ma chair ressemblaient à une banane, une peau de banane. Une partie de ma jambe était arrachée. Ça tirait de partout. Des rafales, des coups de feu sifflaient de partout. Je n'avais plus de fusil en main. Mes armes avaient été éjectées à plusieurs mètres de moi. Les Khmers rouges étaient pas loin de nous, à 20 mètres à peu près. J'ai crié à mes soldats de me lancer un fusil et je leur ai dit de se retirer sans s'occuper de moi. Mais ils étaient têtus, ils ne voulaient pas partir. L'un d'entre eux est venu me chercher et il a été touché, il est mort. Un autre est arrivé et il a été touché aussi, un de plus. En attendant qu'ils me sortent de là, mes membres sont devenus tout raides. Je n'entendais plus rien, plus que des sifflements. J'étais très faible, mon sang continuait à couler. J'étais transporté sur un brancard. On n'avait rien pour arrêter le sang. On a fait un garrot avec une ceinture. Je ne pensais pas que je vivrais jusqu'à aujourd'hui. Pendant qu'on se repliait, ils continuaient à nous poursuivre en nous tirant dessus. Mes 5 compagnons qui couraient devant sont tombés sous leurs balles et sont morts. Les autres se sont cachés dans la forêt et ils m'ont laissé dans un buisson. Là, les fourmis ont commencé à dévorer ma jambe. Les Khmers rouges ont continué à nous pourchasser. On s'en est tiré grâce à des soldats vietnamiens. J'ai été soigné dans un hôpital de campagne. On m'a amputé sans anesthésie, sans même m'endormir. On a tenu mes bras, les jambes et la tête, et on m'a amputé avec une scie.
À Phnom Penh, c'est ma maison. Ici, je suis chez ma sœur. Ma mère habite ici. Quand je viens de Phnom Penh, je vis là. Je viens ici une fois par mois. Je leur apporte de l'argent. Vous préférez habiter à la campagne ou en ville? Habiter en ville ou à la campagne, cela ne me dérange pas. Mais mon mari, qui est estropié, ne peut pas habiter à la campagne. Il ne peut pas pêcher. Il peut monter sur un bateau, mais il ne peut pas aller dans l'eau. Il ne peut pas travailler dans les rizières non plus. Il peut juste être mototaxi. Les 250 cabanes du village sur le toit ont mis 4 heures à brûler. C'est tout un univers, un monde à part qui a disparu. Il n'y a pas eu de victimes, seul un petit garçon et un policier ont été blessés. Actuellement, je suis locataire ici, dans cette maison. Je vis avec ma sœur aînée. Pour le moment, on survit grâce aux distributions des organisations humanitaires et aussi du gouvernement du Premier ministre Hun Sen qui aide les victimes de l'incendie. Il ne me reste qu'une vieille moto pour travailler et nourrir ma famille. Il ne me reste rien. Je travaillais pour vivre au jour le jour. Il ne me reste plus rien.
Même si on part d'ici, il faudra plusieurs jours pour tout organiser. Je perds de l'argent si je ne travaille pas. J'ai peur qu'on me retire mon emplacement au marché et qu'on le donne à une autre personne. C'est difficile. Si je dois travailler là-bas à Phnom Penh, c'est loin. Il n'y a que des femmes chez moi. On n'a pas de moto pour faire des allers-retours. Si j'habite ici, je ne pourrais pas aller travailler à Phnom Penh. C'est trop loin. Je n'ai pas les moyens de construire sur ce terrain. Je n'ai pas l'argent. Même si je possédais ce terrain, je ne pourrais pas construire une maison. Je ne sais pas où habiter. Je n'ai pas d'argent pour reconstruire une maison solide. Qu'est-ce que vous attendez maintenant? Je ne sais pas quoi penser. Je ne pense qu'à travailler. Je ne pense à rien d'autre. C'est à Phnom Penh que je peux gagner ma vie comme vendeuse au marché. Je ne peux pas aller habiter trop loin. Ce qui m'ennuie, c'est que j'ai tout perdu. Tout le monde est parti. Je ne vois plus personne. Je ne peux plus acheter ni café ni cigarettes. Il n'y a plus rien. Plus de légumes, plus de poissons, plus de viande. Avant, il y avait du riz, de la soupe au vermicelle, des nouilles sautées aux œufs. Il y avait de tout. Et maintenant, il n'y a plus rien. Et quand j'ai faim, il faut que je descende. En bas, c'est plus cher qu'en haut. Ce qu'on achetait 20 cents en haut, c'est vendu presque 40 cents en bas.